Alors, bonsoir à tous. Je me présente Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques à la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer la séance d'information ce soir sur des modifications au programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier Saint-Roch, le secteur de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Donc, je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Alors, Madame Geneviève Hamelin, qui est présidente du conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Bienvenue. Monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Madame Sonia Tremblay, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, qui vous présentera les modifications ce soir. Bonsoir. Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale, qui est présente comme personne ressource pour la période de questions. Bonsoir. Je suis accompagnée également de mon collègue Dave Gagnon-Pelletier qui m'assiste là à la régie ce soir et qui va vous donner quelques consignes techniques dans quelques instants. Je vais d'abord donner la parole à Pierre-Luc Lachance pour le mot de bienvenue, puis ensuite on revient avec les consignes techniques. À vous la parole. Merci beaucoup, Marie. Bonsoir tout le monde. Vraiment, très grand merci d'être parmi nous ce soir pour cette activité de consultation publique au niveau des modifications du PPRU d'entrée Saint-Roch. Je tiens à souligner Mme Geneviève Hamelin, ma collègue, qui est présente avec nous ce soir. On est là pour vous écouter et pour discuter, mais écoutez, globalement, je pense que c'est des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour le secteur de l'écoquartier que Sonia et Marie-Pierre vous présenteront. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est la soirée pour cela et une belle soirée à tous. Merci, Monsieur Lachance. Alors, ce soir, on va avoir une présentation dans un premier temps là, d'une vingtaine de minutes là, par Sonia Tremblay et ensuite, il y aura une période de questions et d'échanges. Donc, je vais donner la parole à mon collègue Dave là, qui va vous expliquer comment ça va fonctionner la période de questions. Pour poser vos questions lors de la période de questions, on vous invite à utiliser l'outil questions et réponses que vous trouverez en glissant votre curseur au bas de l'écran. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser la question, puis nous la recevrons et pourrons ensuite l'adresser lorsque la période de questions viendra. Vous pouvez utiliser cette période d'ailleurs dès maintenant sans problème, ainsi que tout au long de la présentation. Si vous n'y arrivez pas, si jamais vous ne voyez pas l'outil questions et réponses, vous pouvez utiliser l'outil lever la main. Et à ce moment-là, lorsque viendra le tour de questions, nous pourrons vous accorder votre temps de parole. Pour trouver cet outil lever la main, toujours en agitant votre curseur dans le bas de l'écran, vous allez remarquer l'outil participant et en cliquant sur celui-ci, vous remarquerez au bas de la colonne de droite qui s'est activée que vous aurez la fonction lever la main. Et vous pouvez rabaisser la main de la même manière en appuyant au même endroit. Parfait. Merci, Dave. Donc, on a 19 personnes en ligne qui nous suivent de la maison. Bonsoir à tous. Ce soir, on est en mode webinaire, donc c'est un peu différent du mode réunion. En webinaire, donc, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez seulement nos images à l'écran. Par contre, c'est ça, comme le disait Dave, si jamais vous n'êtes pas en mesure de poser vos questions par écrit, bien à ce moment-là, vous utilisez le bouton lever la main et on vous permettra d'ouvrir votre micro. Voilà. Alors, également, pendant la présentation de Sonia Tremblay, vous allez voir, toutes ces diapos sont numérotées. Donc, si jamais vous avez des questions sur certaines cartes là, qui vont vous être présentées, je vous invite à noter le numéro de la diapo. Comme ça, après, Sonia pourra y revenir quand on sera à la période de questions, puis on pourra afficher la diapo en question là, à l'écran. Et puis, donc là, je vois qu'il y a déjà des gens qui nous écrivent des questions. En fait, si c'est seulement pour nous parler, nous écrire des commentaires techniques, vous pouvez utiliser le bouton discussion aussi ou conversation. L'outil questions-réponses, c'est vraiment pour poser des questions. Voilà. Alors, je vais maintenant inviter Sonia à partager son écran pour qu'on puisse voir la présentation et ouvrir son micro.
Alors, Sonia, si tu peux ouvrir ton micro. Oui, Puis là, est-ce que vous voyez l'image? non, là, on voit ton bureau d'ordinateur. Donc, c'est pas grave. À ce moment-là, arrête le partage d'écran, puis ouais, là, on la voit. C'est bon, parfait. Excellent. Parfait. Et puis là, tu vas cliquer sur affichage plein écran. Alors, on peut partir? Oui, par contre, on va juste revenir au tout début du PowerPoint, si c'est possible. Oui. Parfait. Excellent. On peut commencer. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Mon nom est, comme l'a dit Marie, Sonia Tremblay. Je suis conseillère en urbanisme au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Alors, mon rôle ce soir est de vous présenter les modifications qui sont proposées à la fois au PPU, au programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier Saint-Roch, et au zonage en concordance. Donc, concordance, ce que ça veut dire, c'est que les deux outils qui sont là, le PPU et le zonage, doivent se parler et être à 100% identiques. Alors, la présentation, elle est divisée en 4 parties. À la fin de la présentation, vous serez donc en mesure de comprendre les modifications qui sont proposées. Pour commencer, regardons le territoire visé. Alors, c'est 3 zones qui sont situées dans l'écoquartier. Alors, le PPU comme tel, son périmètre, c'est la grande ligne rouge. Et tandis que l'écoquartier, c'est le pointillé en noir, là, si vous suivez ma main à l'écran. Et les 3 zones qui sont visées sont vraiment les 3 zones à redévelopper de l'écoquartier. Point de repère, donc la phase 1 de l'écoquartier, vous avez ici la tour origine, le projet écopropriété Habitus et un toit en réserve ici. Donc, ça vous donne un peu les balises. La rue de la Croix-Rouge là, termine le côté est du territoire qui est visé. Alors, pourquoi ces modifications-là? Dans le fond, c'est qu'il reste encore des efforts pour compléter ce nouveau milieu de vie. Donc, un premier geste a été posé en 2013 pour officialiser, dans le fond, la transformation de cet ancien secteur industriel-là du quartier Saint-Roch en un milieu de vie. Donc, récemment, donc en 2019-2020, la ville a acquis des nouveaux terrains. Vous avez pu voir en 2020 la démolition d'un de ces bâtiments-là. Les autres vont être démolis normalement cette année. Et donc, on est déjà prêt à entamer les nouvelles phases de développement. Donc les phases 2, 3 et 4 de l'écoquartier. Et c'est pour ça qu'on vous propose des modifications. Donc, c'est pour vraiment bien encadrer les prochaines étapes là, selon les phases de développement. Alors, on va passer tout de suite à la première partie des modifications. Donc, la première, c'est d'agrandir une des zones qui est là. Et là, vous voyez à l'écran des aires d'affectation qui sont écrits en bleu, suivis d'un numéro de zone. Donc, ça veut dire la même chose. Vous pouvez soit regarder ce qui est en bleu, soit ce qui est en vert là, dans le numéro des zones pour poser vos questions. C'est la même chose. C'est juste que le PPU, lui, parle d'air en bleu et le zonage parle de numéro de zone en vert. Mais c'est la même chose. Alors, la première proposition, c'est vraiment d'agrandir l'aire d'affectation PL2, donc la zone qui est là, à même l'autre pour la réduire d'autant. Fait que la nouvelle limite entre les deux zones passe par la rue Lie. Le résultat de cette modification-là, ça fait que chacune des limites de zone correspond exactement à la limite parfaite des limites de phase de développement. Et ça nous permet vraiment, encore une fois, de mieux encadrer les prochaines phases selon la planification municipale qui est
qui a été fait et qui est basé sur l'expérience des aménagements et des constructions que la Ville a réalisées en phase 1. Et puis surtout aussi sur l'évolution des connaissances géotechniques du sol, parce qu'il faut se rappeler, si on remonte un petit peu dans le temps, quand il y a eu la construction de l'autoroute Laurentienne, alors c'est tout un système des travaux de remblayage qui ont eu lieu. Donc, c'est du remblai, une bonne partie de la Pointe-aux-Lièvres. Ça a des incidences là, sur les méthodes de construction. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième modification qui propose d'abaisser la hauteur maximale pour les nouvelles constructions. Donc, pour la première zone ici, qui est le long de l'autoroute Laurentienne, donc, on propose d'abaisser la hauteur vous voyez, là, de 34 à 21 mètres. Donc, c'est l'équivalent, disons, de 10 vers 6 étages, avec aucun surhaussement autorisé. Pour la zone centrale, le PL3 ou la zone qui est écrite en vert ici, donc c'est le statu quo, elle est déjà à 21 mètres, 6 étages. On maintient cette chose-là avec aucun surhaussement également. Pour ce qui est de la zone près de la rue de la Croix-Rouge, elle est présentement de 60 mètres au zonage et on propose de la diminuer de quasiment la moitié, donc d'abaisser à 34 mètres, 10 étages, soit l'équivalent en termes de mètres, là, quasiment à la même chose que à peu de choses près là, à la tour origine. Peut-être un étage là, de différence, mais ça vous donne une bonne idée. Alors maintenant, le résultat de cette modification-là va nous permettre d'obtenir des constructions de hauteur moyenne. Là, je vous dis de 2 à 6 étages. On va y revenir pour le 2 tout à l'heure, au cœur même de l'écoquartier, et une hauteur un petit peu plus importante aux 2 extrémités. Donc, la tour origine qui est déjà là et en front de la rue de la Croix-Rouge, qui se trouve être en face du futur pôle d'échange pour le transport en commun, donc, où la densité d'activité est plus souhaitée là, dans ce bout-là. Maintenant, nous sommes rendus à la troisième sous-section de la troisième modification. Donc, on va passer pour chacune des 3 zones touchées, les modifications qui sont proposées pour chacune des 6 catégories que vous voyez à droite de l'écran. Donc, les groupes d'usage et les usages associés, les marges, la hauteur minimale, l'aire verte et le pourcentage d'occupation au sol, de même que le ratio maximal de stationnement et certaines autres dispositions. D'abord, on va regarder les objectifs reliés à ces modifications-là pour les 3 premières catégories. Donc, pour les groupes d'usage et les usages associés, pourquoi on propose des modifications? Bien, c'est pour simplifier ces usages-là, mais en conservant les usages résidentiels ainsi que les usages de commerce et services de proximité. Fait qu'il est certain que si on retire certains groupes d'usage, bien, par défaut, il faut aller retirer les usages associés qui leur sont associés justement. Pour ce qui est de la marge avant, pour la plupart, il n'y en a pas où elle est de 0. Donc, on propose d'en inscrire une pour faciliter les aménagements paysagers qu'il pourrait avoir en front des rues et aussi l'enfouissement des fils des services d'utilité publique parce que quand on intervient, quand les compagnies d'utilité publique interviennent, on ne veut pas briser les aménagements, soit que la ville a fait dans son emprise ou sur les terrains privés. Donc, on se laisse une petite marge de manœuvre là, pour ces travaux-là. Le troisième objectif, donc diminuer la hauteur minimale cette fois-là pour permettre une meilleure modulation de la volumétrie. Pourquoi ça? Bien, en fait, c'est que ça permet de moduler justement les futures constructions. C'est que si, admettons, si on prend par exemple le zonage demande 4 étages minimum, c'est l'ensemble du bâtiment qui doit être à 4 étages. Quand
idéalement, on aimerait avoir des bâtiments qui sont un peu plus modulés, donc 2, 3, qui montent 4, et pour certains qui pourront atteindre 6 étages. Maintenant, pour les 3 dernières catégories, donc l'objectif de l'aire verte, on veut favoriser plus de verdure dans l'écoquartier. Et quand on augmente l'aire verte, il y a moins d'espace pour le bâti, donc il faut réduire de la même façon le pourcentage d'occupation au sol. Dans les écoquartiers que la ville chapeaute, c'est-à-dire autant à Décimoville qu'à Pointe-aux-Lièvres, déjà à Décimoville, il y a un ratio maximal qui est inscrit au zonage pour les cases de stationnement. Donc, on veut introduire ça pour pas qu'il y ait trop de véhicules. On les bannit pas, mais on souhaite qu'il y en ait un petit peu moins. Toutes les autres dispositions, là, c'est en fonction de toutes les modifications qu'on a faites pour les 5 premiers éléments. Des fois, on n'a pas le choix d'aller retirer ou d'ajouter certaines autres petites dispositions. Maintenant, on va regarder zone par zone. La première zone qu'on va regarder, c'est la 12013 ou si vous préférez la MPL2, donc celle qui est située en bordure de l'autoroute où la rue du Cardinal-Maurice-Roy passe ici. On va regarder celle-là. Donc, là, ce que vous voyez à l'écran, il y a beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Regarde, tous les textes qui sont là en noir, c'est les dispositions qui existent déjà au zonage. Les textes qui apparaissent en rouge, ce sont des ajouts proposés au zonage ou des modifications qui sont proposées. Tandis que les textes qui sont barrés, on propose de retirer ces dispositions-là du zonage. Alors, si on les regarde, la première, on va la regarder plus en détail, ça va aller un petit peu plus vite pour les suivantes. Donc, le groupe d'usage H1 logement, donc ça, c'est de l'habitation, donc on maintient cette chose-là. On retire le H2. Donc, le H2, c'est de l'habitation avec services communautaires. Le C1 maintient services administratifs et C2. Donc, commerce et services de proximité, là, ça passe vraiment par le C1 et le C2. On propose de retirer le C3 des lieux de rassemblement. On propose de retirer le C10 qui est de l'hébergement touristique. On maintient restaurant et débit d'alcool, mais en inscrivant une superficie maximale de plancher. Donc, si 1000 mètres carrés ne vous dit pas grand-chose, on pourrait dire que ça représente 60% du rez-de-chaussée de la tour origine ou 70% de la cour intérieure du projet Habitus ou encore 90% du rectangle du rez-de-chaussée du projet Un toit en réserve. Donc, ça vous donne une idée là, de la superficie maximale là, pour un commerce. On propose de retirer tous les usages du groupe public et industriel. Maintien parc. Parc, pour votre information, c'est autorisé partout sur le territoire de la ville. Les groupes d'usage associés maintenant. Donc, on propose d'ajouter l'article 200 qui dit qu'une aire de stationnement qui est autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine. Donc, on retire le 199 parce que le 199 disait qu'un stationnement intérieur était autorisé et là, on vient dire qu'on est plus sévère dans le sens où on exige que ça soit souterrain. Les articles 210, 212 et 215 sont des usages associés au groupe d'usage ici C3. Donc, en retirant C3 par défaut, ces 3-là sont retirés. Et présentement, un CLSC était autorisé et on propose de le retirer, un CLSC demandant beaucoup de circulation et de stationnement, un va-et-vient assez important pour la grandeur des terrains qui sont à Pointe-aux-Lièvres. Donc, la marge avant, qui n'en avait pas, on propose un minimum de 1,5 mètre de recul. Donc 5-6 pieds. Là.
Et au niveau des autres marges qui étaient à 0, elles aussi, on les retire. Et en les retirant, comme l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres est un territoire sous la juridiction de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, donc ça revient à la Commission d'évaluer les marges qui seront acceptables là, pour tous les nouveaux projets de construction en fonction de leur environnement immédiat. Toujours pour la même zone, donc on revient avec les hauteurs, cette fois-là minimales. Donc, présentement, c'est d'autoriser 4 étages, mais on recommande 2 étages. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, maximal, on passerait de 10 étages à 6 étages. Et on retire ici l'article qui dit qu'il y a une surhauteur qui pourrait atteindre 40 mètres, donc on la retire complètement. Au niveau du stationnement, alors, la norme maximale qui est proposée, c'est 1,1 case de stationnement par logement maximum pour tous les usages résidentiels. C'est sûr que s'il vient du commerce, ben, le commerce, dépendamment du type de commerce, pourra augmenter un petit peu ce ratio-là pour le projet, mais pas pour les unités d'habitation. Au niveau de l'aire verte, présentement, on a 15 % et on recommande de l'augmenter à 20 %. Et on fait l'inverse pour le pourcentage d'occupation au sol du bâtiment. Donc, on descend de 40 à 35 %. Au niveau des autres dispositions pour cette zone-là, donc celle qu'on recommande d'ajouter, c'est 633. C'est la disposition qui dit qu'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibée. Et 702, ça dit que c'est pour une norme pour la protection des arbres en milieu urbain. Donc, dans un écoquartier, vous comprenez qu'on essaie de préserver le plus possible les végétaux existants. Pour ce qui est des autres dispositions qui apparaissent ici, donc 766, ça dit qu'une enseigne est autorisée à l'extérieur pour un service de lave-auto. On comprend qu'étant donné que le stationnement risque d'être souterrain, donc juste pour afficher dans le fond à ses membres le service de lave-auto, on autorise une petite enseigne là, mobile à l'extérieur. Les articles 895-899, donc c'est le maintien de l'implantation et des usages qui sont dérogatoires, donc des anciennes choses qui sont encore présentes sur place. On ne souhaite pas ce maintien-là, donc ces articles-là viennent dire cette chose-là. Et le but, c'est vraiment pour favoriser le redéveloppement des fonctions qui sont actuellement peut-être moins compatibles avec la fonction habitation. Prochaine zone, donc là, on va regarder celle qui est au centre, donc la phase 3, qui correspond à la phase 3 de l'écoquartier et qui correspond aussi aux 3 terrains que la Ville a récemment achetés en 2019 et 2020. Alors, ce qui est important de souligner pour ça, on ne repassera pas à travers toutes les choses parce que c'est exactement pareil à la zone précédente, sauf 3 éléments. Donc, les 3 éléments qui sont différents, c'est le maintien de H2, habitation avec services communautaires, localisé aux étages 2 et 2+. Donc, ça veut dire que ce n'est pas autorisé au rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'obligatoirement, si on fait un usage H2, ben, on doit prévoir du C1 ou du C2, par exemple, au rez-de-chaussée, ou du C20 ou C21. La deuxième chose qui est différente par rapport à l'autre zone, c'est l'ajout de l'usage spécifiquement autorisé CPE ou garderie. Et le troisième élément qui est différent, je crois, le CLSC, je ne sais pas s'il l'était dans l'autre. En tout cas, il est recommandé aussi de le retirer de cette zone-là, comme dans l'autre zone. Au niveau des
disposition de cette deuxième même zone-là, ça aussi, c'est exactement pareil à l'autre zone, sauf 2 éléments. Donc, le 21 mètres était déjà à 21 mètres, donc on le maintient. Et la deuxième chose qui est différente, c'est l'article 633 qui n'apparaît pas ici. L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade qui est prohibée. Donc, dans ce cas-là, on l'autoriserait. Pourquoi? C'est parce que la forme et la profondeur des terrains qui se trouvent dans cette zone-là pourraient avoir des bâtiments qui n'ont pas directement façade en bordure de rue, donc dans le cas d'un projet d'ensemble. Donc, ils pourraient se retrouver avec certaines cases de stationnement en façade de ces bâtiments-là, mais qui n'ont pas front sur rue. La troisième et dernière zone, maintenant, la zone 12007, située près de la rue de la Croix-Rouge. Alors, en raison de sa localisation en front de l'artère principale de la rue de la Croix-Rouge et parce que aussi un futur pôle d'échange du réseau de transport en commun est projeté en face, tous les usages déjà autorisés sont maintenus. Et on ajoute une marge avant un peu plus importante que les autres parce que justement, la hauteur maximale est plus élevée, donc 10 étages, si vous vous rappelez, pour cette zone-là. Et que comme il y a plus d'usages commerciaux aussi, on préfère favoriser une devanture ou des aménagements paysagers plus importants là, en termes de présentation d'un projet. Pour le reste, c'est la même chose. Au niveau toujours de cette troisième et dernière zone-là, on introduit la plupart des normes applicables aux 2 autres zones, donc une hauteur minimale, il n'y en avait pas. Et là, celle-là, on la fixe à 3 étages comme recommandation. Et 10 étages au lieu du 17 là, qui est présentement autorisé. Les petites différences aussi, ce n'est pas des différences, c'est qu'on ajoute les mêmes dispositions qui s'appliquent pour les autres zones, mais qui n'avaient pas dans cette zone-là. Donc, le stationnement intérieur à 80 %, le ratio maximal de 1,1 cases de stationnement par logement et projet d'ensemble autorisé. Cette fois-ci, l'aire verte, elle est à 10 % présentement. On recommande de la hausser à 15 %. C'est un petit peu moins élevé que le centre de l'écoquartier, mais c'est quand même plus élevé que la plupart des zones situées dans le quartier Saint-Roch qui sont pour la plupart à 5 ou 10 %. Le pourcentage d'occupation au sol, lui, demeure le même à 35 %. Il apparaît en rouge comme modification, c'est que dans notre document de PPU, de programme particulier d'urbanisme, il n'y avait pas cette norme-là. Il ne l'avait qu'au zonage, donc ce qui est écrit en vert. Donc, on propose de faire parler les 2 règlements de la même façon, donc 35 % pour les 2. Alors, voici ce qui conclut la troisième partie de la présentation. Si on regarde maintenant les prochaines étapes, alors, dès demain, va commencer la consultation écrite qui est obligatoire par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, pendant 15 jours, cette consultation écrite-là va se tenir et le conseil d'arrondissement a demandé aussi l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch sur ces modifications et la prochaine séance du conseil de quartier, c'est le 25 février. Par la suite, donc dépendamment s'il y a ou pas des modifications, des modifications aux modifications qui vous ont été présentées ce soir. Donc, l'agenda peut légèrement varier, mais il faut savoir que c'est le conseil de ville qui adopte le règlement 2936 qui modifie le PPU.
de l'entrée de ville du quartier Saint-Roch et en concordance, le conseil d'arrondissement de la cité Limoilou doit adopter le RCA1 VQ 421 qui sont les modifications proposées au zonage. Et par la suite, l'entrée en vigueur des 2 règlements se tiendrait. Alors, merci de m'avoir écouté. Si je cède la parole à ma collègue Marie pour la suite de la séance. Parfait, merci. Sonia, je te demanderais de laisser ton PowerPoint à l'écran parce que j'ai une première question là, qui est rentrée, puis ça va nécessiter qu'on affiche une diapo avec une carte, là. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, pour les citoyens, là, je rappelle, en fait, j'ai eu plusieurs questions là-dessus, à savoir si la présentation de ce soir va être disponible par la suite. Alors, la réponse est oui. Elle l'est déjà d'ailleurs. Elle est déjà en ligne sur la plateforme de participation citoyenne. Je vous ai mis le lien dans l'outil discussion ou conversation. Et puis, c'est également le même lien pour participer à la consultation écrite de 15 jours. Là, vous avez un formulaire, un petit formulaire à remplir pour déposer vos commentaires. Et c'est donc déjà en ligne et accessible jusqu'au 26 février inclusivement. Donc là, on a déjà plusieurs questions qui rentrent, mais la première question, donc, il y a Mme Ginette Delonnière qui nous a écrit un courriel qui souhaitait que je lise ses questions parce qu'elle n'a pas de micro. Et puis également, elle nous a tapé sa question là, dans l'outil Q&R. Elle voulait savoir, concernant les autres numéros en noir, ils représentent quoi? Donc, j'ai noté, c'était à peu près à la diapo 14 ou 15. Donc, Sonia, si tu peux afficher la diapo 14 ou 15, puis on va voir, on va essayer de répondre à la question là, de Mme Delonnière en essayant de comprendre sa question. Donc, c'était peut-être... Alors, je peux tenter d'y répondre. Oui. C'était peut-être la diapo suivante. C'est ça ici. Non, c'est peut-être pas ça. Donc, je ne sais pas si c'était quel numéro que Mme Launière faisait référence. En tout cas, elle demandait, concernant les autres numéros en noir, ils représentent quoi? Oui, alors, toute la légende des différentes dispositions qui sont là se retrouvent aux 2 dernières pages de la présentation qui vous est maintenant accessible. Donc, les usages sont décrits ici à gauche, les usages associés à droite et les dispositions particulières qui ont été inscrites là, dans les différentes diapositives de la présentation sont toutes décrites ici. Parfait. Donc, ça, c'est à même la présentation. Donc, vous pouvez aller la consulter là, sur la page web. Là. Donc, vous aurez toute la légende des numéros. Excellent. Parfait. Merci. Donc, à ce moment-là, on peut arrêter le partage. Puis, en fait, on peut peut-être le laisser. Ça peut peut-être être utile là, pour répondre aux questions. Donc là, ensuite, je vais demander à mon collègue Dave s'il peut faire le tri dans les questions. Sinon, on peut y aller tout de suite avec... Il y a une question de Patrice Ouellette. Je pense qu'on peut la répondre en direct. Puis ensuite, je te laisserai, Dave, lire les suivantes. OK? Je vais lire celle de Patrice Ouellette, puis après ça, je te laisserai aller pour les autres. Donc, M. Ouellette nous demande, êtes-vous conscient que l'écoquartier est en train de devenir l'équivalent d'un vaste complexe de stationnement de concessionnaires automobiles? En quoi les quelques changements de détails aux normes urbanistiques vont-elles réussir à gérer cet important problème pour nous, les résidents? Donc, est-ce qu'on peut apporter des réponses par rapport au stationnement? En quoi les changements vont permettre là, de ne pas... permettre que ce soit un vaste complexe de stationnement de concessionnaires automobiles? Je peux peut-être commencer la réponse. En fait, c'est que présentement, le ratio de stationnement maximal pour ce secteur est fixé à 2 cases de stationnement par unité d'habitation. Donc, quand on propose de descendre à 1,1,
déjà, on réduit le nombre de stationnements. Là, je comprends aussi que votre question peut se lire aussi dans une autre direction, c'est-à-dire les gens qui ils viennent y travailler aussi, parce qu'il y a il y a des chantiers en cours, les gens qui viennent au parc et là, il y a aussi dans le parc, il y a des chantiers en cours. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il peut y avoir plus de besoins en termes de stationnement sur rue. La ville n'a pas non plus aussi entièrement complété le réaménagement des rues. Il faut attendre aussi que les prochaines phases de construction se fassent pour ne pas faire des aménagements, puis les refaire, les faire défaire, puis devoir les refaire, puis un cycle continuel. Donc, c'est vrai que présentement, il y a plus de véhicules là, dans les rues, en grande partie par les chantiers. Je vais compléter la réponse de Sonia aussi. Il faut comprendre qu'on l'a mentionné dans la présentation, l'objectif est de déployer un pôle de transport structurant à quelques minutes de marche de cet endroit-là. Donc, on est confiant en proposant cette trame-là d'être capable d'aller offrir une belle possibilité pour les résidents de l'écoquartier d'aller se connecter directement avec et d'utiliser les infrastructures sont disponibles au niveau du pôle d'échange du réseau de transport structurant. Donc, on est confiant en baissant les normes et en jumelant ça avec le déploiement du réseau structurant. On va avoir une complémentarité à ce niveau-là. Parfait. Alors, merci beaucoup. Donc, j'invite mon collègue Dave à lire la prochaine question. Donc, question de Mme Audet oui. qui demande, qui aimerait savoir pourquoi on désire baisser la hauteur maximale des bâtiments. Elle croit comprendre qu'il y a des avantages et des inconvénients. Elle voudrait comprendre ce qui nous a amené à faire ce choix. Du côté des inconvénients, Mme Audet indique qu'elle pense à la baisse de densité et que ce serait moins attrayant pour des commerces de proximité. Alors, elle souhaitait nous entendre pour savoir qu'est-ce qui nous avait motivé à baisser la hauteur des bâtiments. En fait, il y a plusieurs aspects. L'ensoleillement en est un important, donc d'assurer la qualité de vie des futurs et des résidents qui sont déjà là également. La deuxième chose, c'est la capacité géotechnique du sol, faisant en sorte et de la hauteur de la nappe phréatique. Donc, elle est tellement élevée que la construction de plus d'un étage souterrain de stationnement est très coûteux, voire même hors de prix pour rentabiliser un projet. Donc, on a fait des projections pour prévoir un nombre quand même optimal de stationnement, donc qui respecte le ratio maximal et on n'arrive pas à faire des bâtiments de grande hauteur. Quand on regarde, vous allez me dire, oui, mais la tour origine s'est construite, oui, mais la tour origine n'a pas 1,1 case de stationnement. Donc, il y a 94 unités là-dedans, puis je crois, j'ai peut-être pas le chiffre exact là, mais il y a autour de 76 cases de stationnement disponibles pour ce bâtiment-là. Parfait. Merci, Sonia. En question complémentaire, il y a M. Couture également là, qui se demande si l'abaissement de la hauteur des bâtiments tient compte de considérations esthétiques, d'aménagement ou de considérations géotechniques ou un peu des deux. C'est tout ça. L'ensoleillement, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a aussi toute la structure, la forme urbaine que peut prendre ça et le milieu aussi qui peut accueillir un certain nombre d'unités. Donc, c'est tout ça qui a été mélangé ensemble, puis on est arrivé avec ces recommandations-là de bâtiments de 2 à 6 étages maximum, à l'exception évidemment du bout de la rue de la Croix-Rouge.
Parfait. Alors, merci, Madame Tremblay. On a un commentaire aussi là, de Nicole Côté qui nous dit que le problème de la présence importante de véhicules vient beaucoup de la fréquentation du parc à chiens. Donc, là, c'est plus un commentaire, là, on le note, là. Je peux Parfait. réagir rapidement, Marie, Oui. si tu permets. Oui, Dans le allez-y. fond, présentement, à la Ville de Québec, nous avons 2 espaces canins officiellement. Et nous avons annoncé récemment, avec mon collègue Patrick Voyer, qui est responsable du dossier, qu'il y aurait d'autres espaces qui allaient être aménagés pour des espaces canins. Donc, on est à valider où ça va se faire, comment ça va se faire. Mais le fait qu'il y en aura des nouveaux va nécessairement peut-être amener moins de gens à venir en véhicule à celui de la Pointe-aux-Lièvres et plus le laisser pour les gens de proximité. Parfait. Merci, M. Lachance. Donc là, je vais vous lire des questions qu'on a reçues par courriel de Mme Ginette Delaunière. Donc, je vais aussi inviter Sonia à mettre peut-être la diapo là, qui concerne plus le secteur de la rue de la Croix-Rouge. Donc, je vous lis les questions de Mme Delaunière. Donc, j'aurais quelques questions importantes pour moi et également pour tous les résidents du domaine des Berges dont je les représente. Donc, elle les représente, plus d'une centaine de copropriétaires ce soir. Alors, elle voudrait savoir, est-ce que les projets respecteront une échelle de hauteur qui ne viendront pas ombrager nos demeures situées de l'autre côté de la rue, donc ombrager soleil et vue surtout vers le nord. Donc, nos demeures situées de l'autre côté de la rue, parallèle à la rue Pointe-aux-Lièvres. Par ombragé, j'entends recevoir les vues surtout vers le nord et aussi le soleil. Donc, question par rapport à l'ombrage. Et ensuite, l'échelle actuelle des hauteurs prévues autour de 34 mètres m'apparaît trop haute. Pourquoi pas une limite maximale à 25 mètres? Cela correspondrait vraiment mieux à la représentation de notre quartier et serait également, disons, plus uniforme avec les quartiers de Limoilou, situés juste à côté des aires d'affectation actuellement prévues. Et enfin, elle demande quels seront les effets de turbulence et de vent causés par l'arrivée d'édifices en hauteur comme prévu dans vos plans chez nous et aussi autour des édifices qui seront construits. Donc, la question de l'ombrage, ensuite les hauteurs et puis les effets de vent. Alors, est-ce que Sonia, on peut répondre au niveau des ombrages ou est-ce qu'on note les commentaires puis on invite madame à répondre à la consultation via le formulaire? Je pense que ce sont des questions qui effectivement pourraient être soumises à la consultation publique. Pour ce qui est de l'ombrage, je pense que vos habitations sont suffisamment éloignées là, pour ne pas subir aucun ombrage. Pour ce qui est du vent, c'est un petit peu plus complexe. Donc, c'est certain qu'on pourrait demander, on pourrait exiger, si jamais il y a un bâtiment de 34 mètres, par exemple, qui se présenterait. Mais en tout cas, personnellement, j'en doute, là, mais c'est quand même une possibilité. On pourrait peut-être exiger une étude de vent parce que c'est à prendre des spécialistes là, pour analyser cette demande-là. Parfait. Puis peut-être juste pour le bénéfice là, des personnes qui assistent ce soir, là, j'aimerais quand même qu'on clarifie la question des hauteurs parce que là, ce soir, on vient diminuer les hauteurs permises et non pas les augmenter. Est-ce que Sonia, on peut remettre juste la diapo là, qui montre les hauteurs qui sont actuellement en vigueur, puis qu'est-ce qu'on vient changer là, pour le secteur, là, justement, près de la rue de la Croix-Rouge, là? Si tu peux ouvrir ton micro, si tu parles. J'ai mis la diapo. Donc, Okay. ici, ce qui est écrit MPL5, donc on parle de cette zone-là, elle est présentement, elle autorise 60 mètres et on propose la descente de près de la moitié à 34 mètres. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Donc, Madame Delaunière, je vous invite à transmettre là, vos commentaires. Vous souhaitez que ça soit diminué encore plus. Là, à ce moment-là, transmettez-nous vos commentaires là, via le formulaire web là, qui est sur la page web pour participer à la consultation publique en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ensuite, je vais donner le relais à mon collègue Dave. On a d'autres questions.
Vas-y, Dave. Oui, oui, merci Marie. Alors, Mme Boileau qui demande, on a parlé en fait de l'écoquartier qui se déploierait par phase et elle se demandait qu'est-ce qu'on voulait dire. Donc, est-ce que c'est-à-dire que nous verrions des projets se développer dans le secteur MPL2 avant les autres? Alors, elle aimerait nous entendre, savoir par rapport à cette notion de phase de développement là, du secteur. Et sinon, je peux continuer là, pour vous donner le temps, là, à mes collègues, là, de répondre à cette question. Madame Audet nous remercie là, d'avoir pris le temps là, de répondre à sa première question. Elle demande s'il y a du temps à nouveau. Est-ce qu'on a des informations sur le projet à venir également dans la phase 2? Alors, c'est une question là, qui je rejoignais la précédente. Alors, Sonia, est-ce qu'on peut répondre par rapport aux phases? Donc, les Oui, deux questions alors, de Mme Boileau et de Mme Audet. Oui. Oui, alors l'écoquartier se divise en 4 phases. Donc, la phase 1, ici, là, autour de ma main qui se promène, donc c'est les bâtiments que vous connaissez déjà, avec un bâtiment ici en construction de 5 étages là, que vous devez voir monter depuis déjà plusieurs mois. Et il y en a un second ici qui se prépare, là, qui s'en vient également, que peut-être que les enseignes sont déjà sur le site parce que le projet est en demande de permis. Pour ce qui est de la phase 2, donc ça représente l'ère MPL2, la phase 3, MPL3 et la phase 4, MPL5. Dans la phase 2, effectivement, la ville est propriétaire de cette partie de terrain-là qui est actuellement vacante et elle a vendu le terrain en 2020. Donc oui, il y a des projets qui se préparent et qui vont venir bientôt. Ils vont être bientôt, je crois, s'afficher là, publiquement et vous allez pouvoir tout voir ça une fois que les demandes de permis auront été analysées et les permis octroyés. Merci, Mme Tremblay. Pas dans la même veine, j'allais dire, est-ce que l'aménagement d'un toit vert est calculé là, dans le pourcentage d'air vert? C'est M. Alexandre Allard, là, qui se demandait si En fait, l'aménagement oui. d'un toit vert est calculé dans ce pourcentage d'air vert. Il y a 25% du toit, de la toiture verte qui peut rentrer dans le pourcentage d'air verte. Merci beaucoup. Et également, M. Brûlé qui se demande là, si est-ce qu'on pense que les propriétaires de terrain pourraient s'opposer à ces modifications-là? C'est leur droit. Pardon? C'est un droit que chaque citoyen a. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, alors, en fait, permis, là, dans les prochaines étapes. Là. C'est ça, c'est sûr que les gens, on est en période de consultation, donc n'importe qui peut soumettre ses commentaires là, et puis réagir là, via le formulaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Exact. Donc, ensuite, nous avons la question de Mme Tremblay qui demande quelles sont les normes qu'on impose déjà ou qu'on souhaiterait imposer aux promoteurs en termes de construction durable et écologique. En fait, c'est une très grande question puisque la ville vend ses terrains municipaux. Donc, dans le cadre de la vente de ces terrains-là, la ville soumet aux constructeurs, aux promoteurs et à leurs concepteurs. Elle leur soumet des critères et objectifs qu'elle vise, qu'elle souhaite. Donc, critères et objectifs de développement durable. C'est sûr que ce n'est pas des normes, donc ce n'est pas opposable comme des marges de recul ou des hauteurs de construction, mais c'est des intentions, c'est des souhaits et avant que la ville
octroie ou décide d'aller de l'avant avec la vente d'un terrain, il faut qu'elle s'assure qu'un projet est suffisamment conforme à ses objectifs et critères durables pour aller de l'avant avec la vente du terrain. Merci, Mme Tremblay. Alors, merci. On a un commentaire là, de Nicole Côté qui nous écrit, en fait, c'est une question, là, mais elle nous l'a écrit via l'outil discussion et non pas l'outil QR. Je vais vous la lire. Est-ce que la planification des zones 2 et 3 est faite en tenant compte de la possible transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain? Pour l'instant, je vous dirais qu'il y a différentes options sur la table. Et alors, oui, et un peu non aussi parce qu'on n'a pas d'échéancier pour la transformation. En tout cas, on ne connaît pas l'échéancier du gouvernement concernant la transformation éventuelle de l'autoroute Laurentienne. Donc, on ne stoppe pas le développement, mais on demande évidemment aux concepteurs des différents projets immobiliers d'en tenir compte. Parfait, merci. Puis je vois que Mme Nicole Côté a levé la main. Donc, peut-être qu'elle veut apporter des précisions. Madame Côté, je vais vous permettre de parler. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et puis prendre la parole. Oui, ben je pense qu'on vient un peu de répondre à la question. C'est parce qu'on a des visions futures, mais il me semble que la planification d'un quartier, surtout la zone 2 et 3, est liée aussi au développement possible d'un boulevard urbain, juste ne serait-ce que pour les façades des bâtiments. Si, quand ça va être transformé en boulevard urbain, on voit juste des arrières de bâtiments, c'est moins joli. Parfait, donc c'est noté. Puis, donc, en effet, on avait un petit peu répondu. Donc, Madame Côté, si vous souhaitez aussi nous transmettre un commentaire là, via ce sujet-là, via le formulaire de participation à la consultation, là, vous pourrez le faire. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, parfait. Alors maintenant, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Dave, est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent, qui ont inscrit? Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas d'autres questions de mon côté, Marie. Donc, on peut arrêter le partage d'écran, Sonia, pour qu'on puisse revenir aux intervenants de la Ville. Donc, si les citoyens, vous avez d'autres questions qui vous viennent, écrivez-les maintenant ou levez la main. Sinon, je comprends que ça serait bientôt la fin de la séance d'information. Donc, on a toujours 22 spectateurs en ligne. C'est super. Juste rappeler que donc, je vous ai mis le lien là, vers la page web de la consultation qui est sur la plateforme de participation citoyenne. Et vous avez jusqu'au 26 février inclusivement pour remplir le formulaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Mme Hamelin de vous dire un mot de la fin. En conclusion, à vous la parole, Mme Hamelin. Oui, donc, merci beaucoup d'avoir pris part à cette consultation-là, d'avoir formulé vos questions. Je vous invite aussi peut-être à dire à votre voisinage, à vos voisins qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être là ce soir avec nous, qui peuvent quand même prendre connaissance de la présentation qui vous a été faite ce soir. Elle sera sur le site Internet de la Ville. Aussi, ils pourront formuler leurs commentaires là, du 12 au 26 février inclusivement. Donc, tous les commentaires seront pris durant cette période-là. Et aussi, là, bon, je pense que l'ensemble des questions ont été bien répondues par l'équipe. Merci, Mme Tremblay, de votre présentation. C'est bien apprécié. Et merci aussi à toute l'équipe. Marie, évidemment, M. Lachance, merci de votre présence. Et à tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Parfait. Merci beaucoup, Mme Hamelin. Merci à tous les participants de votre présence ce soir. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.